Bonjour, donc après avoir vu les travaux qui servent bien sûr à déterminer la localisation de l'information génétique, maintenant on va voir la nature de cette information génétique. Les travaux de Griffith en 1928 servent à déterminer la nature chimique de l'information génétique. Donc, cette information génétique qui se localise au niveau de noyau, c'est quoi? Sa nature. Donc, Griffith, ils ont deux souches de bactéries pneumocoques, une souche R sans capsule et une souche S avec capsule externe. Donc, c'est selon cette capsule-là, on peut dire qu'il est pathogène ou bien non pathogène. S'il a cette capsule, il devient pathogène. S'il n'a pas cette capsule, il n'est pas pathogène. Donc, l'expérience de Griffith en 1921, en matériel étudié, c'est les pneumocoques. Deux variétés de pneumocoques, une forme bénigne et une forme pathogène, pneumonique, qui donne comme maladie la pneumonie et qui sert à tuer l'animal. Et donc, conforme, concernant R, il a une surface rugueuse roux, et pour S, donc il a une surface lisse. Et cette surface lisse correspond à la capsule. Donc voilà l'expérience de Griffith. Donc il a utilisé deux souches, comme on a dit, et ces souches-là, on sait qu'une est pathogène et l'autre n'est pas pathogène. Donc il a utilisé des. C'est pas des rats, il a utilisé des cobayes, je crois, des cobayes, n'est-ce pas? Des souris. Des souris? Des souris. Des tas de souris. Oui, mais qu'est-ce qu'on a vu dans le baccalauréat? Des cobayes, n'est-ce pas? Nous, on a vu des cobayes. Je crois qu'il a travaillé par des cobayes. D'accord? Donc, ici, on a des souris, on a travaillé par des souris. Donc, ces souris-là, ils ont reçu une injection de bactéries S vivantes. Comme résultat, on a la mort de l'animal. Donc, l'autre, il a reçu des bactéries R, c'est-à-dire qui ne contiennent pas cette capsule, donc on a la survie de l'animal. Celles-là, donc ils ont reçu des bactéries S tuées, donc on a les bactéries S, on les a tuées, soit par chauffage, soit par autre chose, et on a la survie de l'animal. Mais ici, donc, il a reçu une injection qui contient des bactéries S tuées, qui ne provoquent pas la mort de l'animal, et des bactéries R vivantes, qui ne provoquent pas la mort de l'animal également, mais comme résultat, on a la mort de l'animal. Donc, oui? Les bactéries R, la trompe, la formation de la bactérie, c'est de devenir pathogène. Et peut-être. Donc, comme une hypothèse, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on parle de la transformation bactérienne, comme hypothèse. Allez-y. Donc, les bactéries R se sont transformées en S, pathogènes, en acquérant un nouveau caractère de formation de la capsule responsable de la pathogénicité suite à l'intégration d'une matière chimique qui débris du S. Cette matière chimique, c'est quoi cette matière chimique? C'est ça qu'on veut savoir à partir des expériences de Griffith. Et c'est ça qu'il n'a pas réussi Griffith à démontrer. D'accord? Mais c'est d'autres savants qui ont bien sûr déterminé ce que Griffith a commencé. Donc, dans les travaux de Avery en 1944, donc Avery et son équipe ont essayé de déterminer le facteur de S. On parle d'un facteur transformant. On a rappelé al-muhawila. Un facteur transformant, mais c'est quoi ce facteur transformant? Donc, responsable de la transformation bactérienne de R en S, ils ont utilisé des enzymes spécifiques pour éliminer des composés organiques de S tués. Le produit obtenu est cultivé avec R vivant et ils ont obtenu les résultats suivants. Donc, concernant les manipulations faites, la première, ils ont utilisé des lipases, bien sûr, pour détruire les lipides, et on a la mort de l'animal. Donc, vous savez de quel animal je parle? Je parle de l'animal qui a reçu
R vivant et des débris de S. Des débris de S tués. Voilà. Certainement. Très bien. Oui. S est extrait. Débris de S, extrait de S. Bactéries S tuées. Bactéries R vivant. Voilà. Donc c'est ça. Oui, Et ils ont utilisé également des protéases pour détruire les protéines. On a également la mort de l'animal. Des ARNases pour détruire la mort de l'animal. Mais lorsqu'ils ont utilisé l'ADNase, c'est-à-dire ils ont détruit l'ADN, on a l'animal qui survit encore. Donc, oui. Donc, l'information génétique est localisée dans le C'est pas seulement localisé. On sait Le qu'ils support. se localisent. On sait qu'ils se localisent au niveau de noyau. Donc, la nature chimique de cet facteur transformant est l'ADN. C'est-à-dire c'est un acide acide désoxyribonucléique. Voilà, acide désoxyribonucléique. Très bien. Et c'est quoi la carboxylase? Hmm? C'est la carboxylase. La carboxylase, c'est une enzyme. qui dégrade la fonction carboxyle. Voilà, la fonction carboxyle qui est COOH. Précisément. On passe. Donc, en conclusion, les protéines et l'ARN, acide ribonucléique de noyau, ne sont pas responsables de la transformation bactérienne, mais l'ADN comme acide désoxyribonucléique du noyau est le responsable de la transformation bactérienne. Pourquoi on a dit ici deux noyaux? Il y a un autre qui se trouve dans l'activité. Oui. Donc ici, on a précisé le noyau parce qu'on a travaillé dès le début en succession d'expériences, donc toujours par le noyau. La transformation du pneumocoque R en pneumocoque S, maintenant, donc on va déduire ce qu'on a donné comme hypothèse dans la première fois, se manifeste par l'acquisition de la capside en présence d'ADN de S qui est la présence ou l'absence de la capside chez cette espèce constitue un caractère héréditaire déterminé par l'ADN. L'information génétique du noyau est une substance chimique appelée ADN, acide désoxyribonucléique. Donc, le mécanisme de cette transformation bactérienne est bien visualisé dans cette figure. Donc, on a des pneumocoques S tués avec des pneumocoques R vivants. Ils ont utilisé des fragments d'ADN de S tués, c'est-à-dire des hybrides d'ADN, et des pneumocoques R vivants. Entrée de fragments de l'ADN non S tués dans le cytoplasme de R vivant et utilisation pour la synthèse des chromatides. Si on dit chromatide, on dit qu'il y a une intégration de l'ADN de S tué dans l'ADN de R vivant. C'est le même cas pour les verbes. Voilà, ici il s'agit d'une intégration, il y aura bien sûr une transcription pour donner la RN messager, c'est un messager va contenir bien sûr des côtés des séquences codantes pour la capside, ce qui va bien sûr donner des protéines responsables de la formation de la capside chez R. Donc R, il devient S, il devient pathogène. On passe. Donc l'ADN ou l'acide désoxyribonucléique, maintenant on va voir sa forme. Donc comment il est. L'ADN est un polymère de nucléotides. Chaque nucléotide est constitué par l'association de trois molécules qui sont le pathos, l'acide phosphorique et la base azotée, soit pyrimidine ou bien purine. Si on dit pyrimidine, donc elle contient un seul cycle, soit la cytosine, soit la thymine, ou bien purine, soit la dynie, la guanine, qui est bien sûr composée de deux cycles liés. On passe. Donc nucléoside, nucléotide, désoxyde, nucléotide, c'est quoi la différence entre ces trois La présence de phosphate. Oui, également.
De quoi d'autre? De l'os. Oui, oui. Donc ici, on a un os et une base azotée. Cette base azotée-là, c'est l'adénine. C'est pour ça qu'on dit adénosine. Ils peuvent être ou bien cytosine, ou bien thymine, on parle de guanosine, ou bien cytosine, ou bien autre chose. D'accord? Ici, donc, le nucléotide, c'est quoi? C'est la base azotée plus le pentose plus le groupe PI, le groupe de phosphate. On parle d'adénosine triphosphate. Et c'est cette adénosine triphosphate qui se lie à quoi? ATP. Voilà. Seulement pour l'ATP, on dit adénosine triphosphate. Donc voilà, un phosphate, le deuxième, le troisième qui est lié à l'adénine, on parle de l'adénosine triphosphate. D'accord? Ici, désoxynucléotides, c'est-à-dire, on a dans cette ose de pentose, il est pauvre à un oxygène, c'est pauvre. Ça, on dit désoxy. Désoxy, donc ici on a seulement un H, on n'a pas OH, c'est pauvre. Ça, on dit désoxyribonucléique. Par rapport à l'acide ribonucléique qui est la ARN, qui contient le OH. Donc c'est ça la différence entre les deux. On passe. La chaîne polynucléotidique et les liaisons phosphodiester, cela c'est très important à savoir. Donc, on a bien sûr le sens de lecture de brins d'ADN, c'est de circuler vers le droit tri. Après, donc ici pour déterminer, non seulement OH, la fonction hydroxyle, d'accord. Donc on a CO et OH. Mais pour comment dirais-je, si on parle d'un acide nucléique en général, on peut parler de COH comme fonction carboxyle. D'accord? Mais lorsqu'on parle seulement des deux côtés d'un acide nucléique, donc il contient un côté qui contient la fonction phosphatée et un côté terminal qui contient le OH comme fonction hydroxyle. Ici, donc, elle est bien représentée comment, pour bien sûr faire cette liaison, qui est la liaison phosphodiester, qui se lie, ou bien qui est entre chacun de ces nucléotides-là pour former l'acide nucléotidique. Donc, ici, on a la liaison phosphodiester. Il existe toujours entre les phosphates, même de l'ATP, d'accord? Ici, cette liaison qui se casse pour libérer de l'énergie, responsable par exemple, la contraction musculaire ou autre. Donc ces liaisons, elles sont très riches en énergie. Après, encore. Donc voilà, ici, on a cette partie-là, elle va se détacher. C'est-à-dire les deux phosphates inorganiques, on parle de pyrophosphate. Des pyrophosphates, il s'agit de deux phosphates inorganiques. Et cette liaison-là, elle va s'ajouter avec libération de ce H. Bien sûr, libération de ce H, elle va s'ajouter à sa place dans le phosphate inorganique, le pyrophosphate, qui va nous donner donc deux liaisons ester entre le phosphate et la fonction osidique de l'un des nucléotides et de l'autre. D'accord? Donc, qu'on parle de la liaison phosphodiester. Un ester de ce côté et un autre de l'autre côté. Donc, cela, c'est autre chose. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Il faut que je ramène pour vous l'argument. C'est que, bien sûr, ces trois liaisons hydrogènes n'existent pas encore. Donc, on ne parle pas des liaisons hydrogènes, on parle des liaisons hydrophobes seulement entre les doubles brins d'ADN. On ne parle pas de deux liaisons bien de trois. Donc, l'ADN a une structure en double hélice antiparallèle. L'un des brins est orienté droit 5'3', l'autre est inversé. Bien sûr, l'autre, au moment de. C'est la polymérisation. La polymérisation, oui, au moment de la réplication, ou bien
Oui, au moment de la réplication, il se réplique d'une façon qui est Anticorps. discontinue l'autre. C'est-à-dire, il donne des fragments qu'on appelle des fragments de Kazakh. Et pour celui-là, donc, il se réplique d'une façon continue. Les bases sont complémentaires et forment des paires adénine, thymine, guanine, cytosine. Et également, les bases sont associées par des liaisons hydrogènes, cela entre parenthèses à savoir après, et l'adénine plus thymine sur guanine plus cytosine, constante d'une espèce à l'autre. Donc toujours lorsqu'on fait celle-là sur celle-là, il nous donne combien? Il nous donne 1. On passe. Ici, donc, c'est le modèle de Watson et Crick en 1953. Donc, ils ont arrivé à donner cette modélisation du double brin d'ADN qui contient bien sûr l'acide phosphorique qui se lie chaque phosphate à l'autre. Et dedans, bien sûr, il y a l'ose, il y a la base azotée. Et entre les bases azotées de chaque brin d'ADN, il se lie par exemple par des liaisons hydrogènes, 2 liaisons entre oui, et 3 entre la guanine et la cytosine. C'est bon?